l'accusé qui est entré dans le box aujourd'hui, c'est Cédric Jubilard. Est-ce qu'il a réalisé le crime parfait? Tu t'interroges dans cette collection, justement, Affaires criminelles. C'est Elina Rostand qui a fait le tour de l'affaire et c'est aux éditions Fayard. Pas de cadavre, pas d'aveu, pas de scène de crime. Néanmoins, il y a le témoignage troublant de l'ex-petit ami de Cédric Jubilard qui affirme que Cédric Jubilard lui a dit « J'ai tué ma femme, c'était prémédité, je l'ai mis là, etc. » Ils ne trouveront jamais le corps. Ce témoignage, il est capital. Il est capital, mais est-ce qu'il est vrai? C'est juste des confidences qu'il lui fait au parloir de la prison. Est-ce qu'elle dit vrai? Pourquoi elle mentir? Je répète que... Comment, attendez, si on fait les choses dans l'ordre, comment est-ce qu'il a rencontré cette femme? Je sais pas. Elle lui a écrit. C'est-à-dire, il était déjà en prison quand il l'a connue. Oui, il est déjà en une prison. admiratrice. C'est une visite au parloir. Ah, c'est intéressant. C'est une visite au parloir. Une admiratrice. C'est comme les femmes de Nordal Lelandais. Ce qui déjà laisse présumer d'un léger trouble psychologique. Chez la femme, oui. Comme la femme de Nordal Lelandais. Mais pourquoi elle mentirait, quel serait son intérêt? Vengeance. Moi, je répète ça parfois, mais vous voyez, quand une femme va dans un commissariat ou une gendarmerie pour dire qu'elle a été frappée, 9 fois sur 10, on va même dire 29 fois sur 30, elle dit vrai. 29 fois sur 30, elle dit vrai. Peut-être pas la 30e fois. Pourquoi? Parce que peut-être pas la 30e fois, peut-être pas la 10e fois. Peut-être que c'est lui qui aussi s'est vanté d'une chose qu'il n'a pas faite, c'est possible aussi. Oui, il peut aussi s'être vanté d'un truc qu'il n'a pas fait. Pour la séduire, si elle aime ce genre de choses. Comme il l'aurait fait avec Marco, son co-détenu, il l'a quand même fait. Il a un trait de caractère qui est quand même dominé par l'arrogance. Oui, bien sûr. Je dirais que Cédric Jubilard, il a quand même la sale gueule de l'emploi, donc malgré lui. Oui, il fait tout pour se faire détester. Voilà, alors que si ça se trouve, il n'a rien fait. Ça n'est pas parce que Jennifer dit ça que c'est vrai. Exactement. Mais c'est peut-être vrai. Mais ça sera un témoignage important pendant ce procès. Bien sûr, c'est un témoignage important, mais il va se passer des choses. Autour de Jennifer, vous allez voir, il va se passer des choses qui vont surprendre tout le monde. Et donc, Marco, c'est son co-détenu. Oui. Auquel il fait la même confidence. J'ai tué ma femme et je me suis débarrassé du corps dans la ferme qui a brûlé. Il dit comment il l'a tué, il a étranglé, il dit quoi? À Jennifer, il dit je l'ai étranglé, j'ai passé mon bras derrière son cou. Elle montre d'ailleurs, elle mime le geste aux enquêteurs et elle est morte sans faire de bruit, sans crier. Ça colle pas avec les deux voisines du couple qui entendent à 23h07 dans la nuit du 15 au 16 des hurlements stridents. Oui, mais alors justement les hurlements stridents, le petit garçon, il dit pas qu'il a entendu des hurlements stridents. Non. Non. Il entend des insultes, mais pas un hurlement strident. Ça fait bizarre. Ouais. Donc, ces deux femmes disent avoir entendu des hurlements stridents. C'est la même chose que pour Jennifer. Hein. Est-ce qu'elles les ont entendus? Oui, non. C'est leur parole. Est-ce qu'il y a un sous-entendu sexuel dans cette histoire aussi ou pas? Est-ce que la toile de fond, c'est un couple qui dysfonctionne sur fond de sexe? Parce qu'on a présenté aussi Delphine Jubilard comme voulant s'acheter aussi des dessous, étant connu pour peut-être dans le coin, comme on discute pas mal dans la région. Mais ouais. Pour avoir peut-être un appétit sexuel ou des mœurs un peu légères ou pas? Olivier, il se marre. C'est une question. Non, oui ou non? Mais alors, il y a une chose, c'est qu'elle envoie à Jean, son amant, avant de se coucher, avant d'éteindre son téléphone, une photo d'elle en nuisette, un peu suggestive, où elle lui fait un sourire. Mais j'ai envie de dire, qui n'a pas fait ça? Ça, c'est vrai. On a même eu des ministres, des secrétaires. Photo de Jean-Loup en nuisette, on n'en a pas beaucoup. Non, mais voilà. Alors ensuite c'est ça. Dans l'enquête de personnalité. Il y avait des histoires de sextoy aussi. Oui, mais ça serait tellement. C'est des histoires, c'est des histoires de couple. Non, mais c'est pas forcément. Alors, Bruno en nuisette. Moi, je trouve que, regardez, vous savez, souvenez-vous de l'affaire Daval. On a fait la même chose. On a commencé à dire qu'Alexia, elle aimait le sexe, qu'elle était comme ci, qu'elle était comme ça. Je veux dire, bon, c'est leur histoire, c'est leur intimité. Ça va être débattu au procès. Mais imaginez comment ça va être gênant et comment. Moi, j'ai pas d'éléments là-dessus. Les deux avocats vont plaider l'acquittement, vont essayer d'acquitter leur client, mais il peut tout se passer pendant un procès. Ça veut dire 4 semaines. Il va parler, lui. Alors, on disait qu'il était arrogant, qu'il aimait bien se mettre en avant. Il peut faire une faute aussi. Il peut se contredire. Il peut être acculé aussi à un moment donné à être obligé d'avouer des choses qu'il n'a pas encore avouées. Il peut être poussé dans ses retranchements. Il peut aussi, on a vu ça, des aveux à l'audience. Ça, c'est vu. Il y a un avocat qui s'appelle Éric Morin qui défendait un violeur et un très bon pénaliste, Morin. Et donc, il le décroche en première instance. Il le fait acquitter en première instance. Appelle. Le
le suspect, enfin le prévenu, retourne en appel d'assises. Et maître Morin le défend, et à un moment, son client lui tape sur l'épaule et lui dit « Laissez tomber, maître, c'est moi ». Et là, mais tu crois pas l'avocat dit « Mais j'étais persuadé que ça n'était pas lui. J'étais persuadé que je défendais un innocent. » Et donc ça serait le coup de théâtre, mais peut-on condamner un homme sans avoir retrouvé le cadavre, sans avoir d'aveu et de preuves formelles? Est-ce que finalement le doute ne doit pas bénéficier à l'accusé, et selon la formule, il faut mieux libérer un coupable que mettre en prison un innocent? Moi, j'adhère totalement à cette formule, et oui, le doute devrait bénéficier à l'accusé. Ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Maurice Agnolet a été condamné pour le meurtre d'Agnès Leroux, l'héritière du casino de la Méditerranée. Il a été condamné très longtemps après, je crois que c'est 25 ans après la disparition d'Agnès Leroux. On n'a retrouvé ni Agnès, ni sa voiture qui était, un Range Rover. C'est quand même énorme, vous voyez. On n'a pas retrouvé ni la voiture ni elle. Il n'y a jamais eu d'aveu, il a été condamné. Monsieur Turquin, le père du petit garçon qui a disparu, qui avait 8 ans, qui était vétérinaire, je crois, a divorce compliqué. Il avait la garde de son enfant qui dormait la nuit dans la même chambre que lui. L'enfant disparaît, on ne retrouve jamais son corps. Monsieur Turquin est condamné. L'affaire Seznec-Kemener. Donc l'affaire Seznec, monsieur Seznec est condamné. On n'a jamais retrouvé le corps de monsieur Kemener. L'affaire Viguier. Est-ce qu'il est dans la même cour d'assises en plus? Il était condamné d'abord. Condamné ensuite. Condamné à Toulouse. Acquitté à Albi. Dans une affaire qui avait des points communs. Dans la salle d'audience. Et Dupond-Moretti était son avocat. Et c'est Dupond-Moretti qui est son avocat. Il y a des points communs entre les deux affaires quand même. Absolument. Il y a l'absence de corps. L'absence de corps, il y a l'amant. L'amant, il y a un amant. C'est des affaires qui se ressemblent, mais les deux personnages, Viguier et Jubilard, c'est pas la même chose. Il y a une certaine arrogance chez les deux quand même. Grande différence de milieux sociaux, mais les deux quand même. Viguier était professeur de droit. Voilà, dominateur. Il méprise les enquêteurs qui l'interrogent. Il est prof de droit à la fac de Toulouse. C'est difficile d'interroger. Au regard de ce qui commence, qui a le plus de cartes en main, l'accusation ou la défense? Elle est compliquée ta question. Elle est compliquée. Elle est trop compliquée. Je sais pas. Je peux pas répondre. Les enquêteurs je peux pas répondre. Les enquêteurs ont bien travaillé dès le début, parce que souvent, quand il y a un mystère judiciaire, c'est parce que au début on a raté des choses et on est parti sur de mauvaises pistes, où on a écarté des pistes. Est-ce que c'est le cas dans cette affaire Jubilard, où tout a bien été fait, les gendarmes ont fait leur boulot? Jacques Dallest répond. Je vais me servir de sa réponse. Jacques Dallest, ancien procureur dans l'affaire Le Landais, répond il n'y a pas de cold case s'il y a une bonne enquête. Ah bah ça. Donc, on l'a vu avec Émile Louis, absolument, avec les Fourniret. Absolument. Et j'ai envie de te dire, Olivier, je pense que les gendarmes n'ont pas eu de bol. Les enquêteurs n'ont pas eu de bol. Ça arrive dans les affaires judiciaires. Dans Chevaline, les gendarmes n'ont pas de chance. Dans Émile, les gendarmes n'ont pas la chance. Ça veut dire quoi de ne pas avoir de chance? Ça veut dire qu'ils ont fait le job comme ils savent le faire, mais ils sont passés à côté de quelque chose. Alors, est-ce que c'est seulement une question de chance? Est-ce que ça veut dire que ils ont mal fait le job? Ils auraient pu le faire mieux. Vous nous avez expliqué qu'ils n'avaient pas fouillé l'un des endroits qui était quand même potentiellement l'endroit où il y avait le corps. Quand on écoute récemment la maman de Philippine, on peut se demander si le travail il est fait, parce que quand on répète à une famille qui vous explique à quel point elle sait que sa fille ne peut pas avoir fugué, et qu'on leur dit bah non, et c'est eux qui font des fouilles et qui découvrent le corps, on pourrait se demander ici si vraiment la police, en l'occurrence ici c'était la police, a fait son travail. Je ne crois pas. Si vous saviez, Barbara, le nombre de faits entrés l'accusé, d'histoires qu'on a traitées qui commencent comme ça. Je sais. Qui commence comme ça, par des parents qui poussent la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Ma fille a disparu. La réponse, on les a toutes eues. La fugue. C'est, faites voir une photo d'elle. Attendez, combien elle a? 15 ans. Attendez, elle en fait 19. Elle va revenir dans 24 heures, 48 heures. Ce sont des victimes de Fourniret. Voilà, exactement. Sur les 320 faits entrés qu'on a fait, il y en a au moins 20 qui commencent comme ça. Et un jour, un commissaire de police parisien s'était énervé parce qu'on avait raconté ça. Et j'avais raconté ça sur un plateau. Et j'avais dit, et en plus, quand c'est dans le quart-monde social, c'est pas péjoratif ce que je dis, quand c'était dans l'Est de la France, des personnes des gamines qui disparaissaient dans les années 80, regardez l'affaire Émile Louis, pauvres gamines qui sont dans un institut spécialisé, tout le monde s'en fout.
tout le monde s'en foutait. Là, ce sont les parents de Philippine. Voilà. C'est pas la même. Hein. C'est pas la même chose. Et eux-mêmes vont s'occuper de l'enquête. Mais vous avez raison. Et je termine là-dessus vite fait. C'est que les policiers parisiens n'ont pas fait le job. C'est la famille de Philippine qui a fait le travail. Bruno Poncet. Vous savez, un procès, on dit que c'est l'expression de la vérité. Moi, parce qu'il va durer 4 semaines. C'est long, 4 semaines pour un procès en plus comme ça. Mais moi, tu crois pas que, toi qui as plus l'habitude, mais le fait qu'il se retrouve face à ses parents, qu'il se retrouve face à toute sa famille, que les gens lui disent que ses enfants, alors maintenant ils ont grandi, qu'il se retrouve que quelqu'un va lui dire, vas-y parle, dis la vérité, dis quelque chose. Est-ce que malgré toute cette couche qui s'est mise un petit peu d'arrogance et tout, moi je me demande si ça va... Moi, je le vois bien craquer pendant le procès s'il a fait quelque chose. Il a tenu 5 ans de détention et jamais il a obtenu ça. Oui, mais là, il se racontait. Tu as une pression dans un procès. Moi, j'ai participé à un procès pendant 10 mois. Tu as une pression de dingue pendant un procès. Ça me surprendrait, Bruno, parce qu'en fait, la relation, la seule personne, il ne lui reste plus personne. Il n'y a plus de Delphine, il n'a plus ses enfants. Son fils Louis ne viendra pas témoigner. Il a maintenant 11 ans, on ne peut pas le faire témoigner. Elia, la toute petite, elle avait 18 le fils, il ne va pas témoigner. Louis ne viendra pas témoigner. Alors, on a son audition, hein, on a son audition qui est déjà enregistrée. Mais il ne viendra pas. Et surtout, les 2 enfants ont un avocat, Maître Boguet, qui, lui, va charger Cédric Jubilard parce que pour lui, les parties civiles, ce sont les enfants, et Cédric Jubilard, c'est celui qui aurait tué la maman de ses clients. Qui s'occupe des enfants? Où sont les enfants en plus? Il n'est pas encore discuté de ses enfants. Dans la famille de Delphine. Nadine, sa mère, c'est compliqué avec elle, parce que c'est quand même elle qui a dit aux gendarmes, dans le mois qui a précédé, entre le 15 novembre et le 15 décembre, elle dit, mon fils m'a dit qu'il en avait marre de Delphine, qu'il allait finir par la tuer et l'enterrer. Donc autant vous dire que leur relation... elles sont pas très cordiales. Alors, ça peut se renouer au procès. Mais je suis pas sûr que Nadine... Regardez bien dans le livre l'histoire de l'enfance cabossée de Cédric Jubilard. Sa mère, elle s'en est pas vraiment occupée. Elle a eu à 16 ans d'un père plus ou moins connu. Il apprend l'existence de son père, il a 13 ans. Ça n'a pas été une mère très présente. Il a été élevé par un couple. Ensuite, il a été élevé par un éducateur. Sa mère revient dans sa vie plus tard, quand il a des enfants. Mais sa mère, c'est pas forcément sa meilleure partenaire. Alors, qui va le faire craquer? Pas ses enfants, pas sa mère. Jubilard, finalement, c'est celle qui lui avait posé enfin un cadre dans sa vie. Donc, pour lui, il perdait la seule personne qui avait un peu de cadre et un peu de rigueur dans cette vie. Le procès de Cédric Jubilard s'est ouvert pour 4 semaines. L'affaire Jubilard, c'est Elina Rostand, c'est dans la collection Affaires criminelles de Dominique Rizet et Stéphane Simon. Est-ce que c'est un crime parfait? C'est aux éditions Fayard. On saura ça à l'issue des 4 semaines d'audience. Merci d'être venu nous en parler sur RMC. Et RMC, c'est un bonheur de travailler avec vous chaque jour.